Vous êtes bien sur la chaîne PSE Connexion, une nouvelle vidéo qui concerne les élèves de seconde bac pro sur le module 2 de l'alimentation et santé. Nous en sommes arrivés au chapitre 5, le premier chapitre de ce module, l'équilibre alimentaire. L'objectif sera d'être capable d'équilibrer son alimentation en fonction du contexte et en respectant les principes de base. Donc on s'est fixé comme objectif aussi de faire le tour de la question pour mieux manger et bien prendre soin de sa santé. Première étape, on va analyser la situation de deux filles, Dounia et Léa, qui mangent de façon différente. Le problème posé, si on l'identifie, ça sera comment équilibrer son alimentation, quelles que soient ses habitudes. On va utiliser pour l'analyse, contrairement à notre habitude de faire la méthode QQ au QCP, on va utiliser le diagramme cause-effet ou diagramme des 5 M, ou encore on appelle cette technique l'analyse par le schéma en arête de poisson. On dit aussi Ishikawa. Donc ce diagramme permet d'identifier, de visualiser l'ensemble des causes qui influencent un problème. Et ensuite, il doit permettre de classer les causes et les hiérarchiser, leur mettre un ordre d'importance. En fait, tout ça, c'est pour que cela contribue à résoudre un problème. Alors, comment on va faire? On va, dans un premier temps, déterminer les faits. Les faits doivent être exprimés de manière simple et mesurable. Il peut être aussi un dysfonctionnement traduisant le problème étudié ou un objectif à atteindre. Donc les faits, le résultat qu'on a identifié dans le problème précédemment, c'était les habitudes alimentaires qui sont différentes. Dans un deuxième temps, on va chercher les causes. Toutes les causes ayant un impact sur les faits doivent être recherchées, soit en utilisant la technique du brainstorming, soit par des observations ou de la recherche documentaire. Si l'effet est un objectif, il faut rechercher les moyens permettant de l'atteindre. Donc là, par exemple, les causes, on aura comment préparer les repas, la composition du repas, le déroulement du repas et le rythme de la consommation d'aliments. Tout ça peut influencer les habitudes alimentaires qui sont et les rendre différentes d'une famille à une autre. Donc ensuite, on va classer ces causes dans ces familles qui sont appelées aussi les 5 M. Donc par matière, j'entends les causes liées aux produits, la matière première, à l'énergie par exemple. Dans le matériel, ça va être les causes liées aux machines, aux équipements, à l'outillage. Dans la méthode, les causes liées au mode opératoire utilisé, aux procédures, au savoir-faire, à l'organisation. Le milieu, c'est les causes liées au bruit, aux lumières, aux poussières, au climat social, à la température. Et les causes liées à la main-d'œuvre, c'est tout ce qui est l'action humaine, la formation, l'expérience, la compétence de l'équipe de travail, la communication, les personnes. Mais revenons à notre petite situation. Donc j'avais donc la préparation du repas. Si on regarde bien, chez Dounia, ça se passe comment? Eh bien, le temps de préparation est important. Dounia et sa maman prennent du temps à préparer le repas. Et chez Léa, le repas est vite préparé. Donc ça, c'est ce qui va concerner la préparation du repas. Ensuite, on va s'occuper de la composition du repas. Donc chez Dounia, le repas consiste à un repas marocain, couscous, pâtisserie, thé à la menthe avec du sucre. Et chez Léa, c'est plutôt genre de repas fast-food, frites, pizza. Ensuite, on va s'intéresser au déroulement du repas. Chez Dounia, c'est le repas en famille, alors que chez Léa, devant la télé. Et du coup, on ne parle pas. Pour ce qui est le rythme de la consommation d'aliments,
Chez Dounia, ben, elle ne déjeune pas. Et elle n'a pas le temps. Et elle a tendance à grignoter toute la journée. Donc vous voyez, on a fait le tour de la situation avec les éléments qu'on avait, qu'on a classés et hiérarchisés. Maintenant, on va mobiliser les connaissances. Dans un premier temps, on va essayer de comparer les habitudes alimentaires qui sont liées aux différences culturelles. Donc, dans un premier temps, on va essayer d'identifier ce qui est en commun. On remarquera que c'est le pain, ou alors, dans presque tous les cas, le café. Donc, tous les petits déjeuners ne sont pas composés de boissons sucrées. On remarquera que c'est seulement le petit déjeuner français, hein. Les petits déjeuners anglais, allemands et brésiliens comportent des plats salés, comme de la viande, de la charcuterie ou des œufs. Si on réfléchit maintenant aux différentes habitudes alimentaires dans divers pays, on va essayer de les caractériser. Donc au Tchad, c'est la quantité de nourriture qu'on remarquera qui est différente et le déroulement des repas. Les Espagnols prennent le repas plus tard que les Français, souvent à l'extérieur. Donc ça va être les horaires et les lieux de repas. Et enfin, quand on parle de disponibilité d'aliments, ça sera la composition du repas. En Inde, il y a certains interdits alimentaires à cause de leur religion, hein. Aux États-Unis, on a tendance à plus grignoter, donc c'est la répartition des aliments sur la journée. Et les Français, pour eux, le nombre de plats, entrées, plats, desserts, le rythme des repas et l'environnement social est important. Donc, après ce petit exercice, quels sont les facteurs, on va en déduire les facteurs de variation des habitudes alimentaires. Donc, si on récapitule, on a la culture, le pays d'appartenance ou d'origine, mais aussi la religion, le contexte économique, si on a plus ou moins beaucoup d'argent disponible pour le repas dans notre budget, le climat, la disponibilité d'aliments aussi liés au contexte géographique et à la nature des sols. C'est vrai qu'on n'y pense pas, mais si on veut bien manger, il faut tenir compte de tout ça pour vraiment faire des choix efficaces. On va maintenant essayer de différencier les habitudes alimentaires en fonction du contexte et des caractéristiques de chacun. Si on va être en facteur de variation les revenus, l'âge, l'activité professionnelle, la région, l'horaire, le lieu de travail et d'habitation, ou l'appartenance à un groupe. Ça, c'est le contexte qui va influencer les habitudes alimentaires. On va essayer de repérer dans des situations, maintenant, les habitudes alimentaires qui dépendent des conditions matérielles et des ressources financières de chacun. Donc, dans la première situation, Mélissa, ce qu'on va souligner, c'est qu'elle retrouve souvent ses amis dans un bar. Le contexte, ça va être donc, qui est important pour Mélissa, ça va être l'appartenance à un groupe d'amis. Et les habitudes, ça sera de cuisiner peu et consommer un sandwich ou des tapas. Madame Bompard, qui est aide-soignante, qui est un peu débordée et qui rentre tard, donc chacun prépare son assiette et mange quand il a faim devant la télévision, l'ordinateur. C'est ça un petit peu qu'il va falloir repérer comme habitude. Alors, le contexte, ça va être, qui est important, les horaires de travail et la composition de la famille, hein. Elle est toute seule à élever ses enfants. Et ses habitudes, bon, c'est des plats préparés la plupart du temps, hein.
Concernant maintenant la famille Rouleau, il va falloir souligner qu'ils se retrouvent le soir pour manger ensemble et raconter leur journée. Et c'est le premier des parents qui rentre qui prépare le dîner. Le contexte, c'est la tradition familiale, l'éducation, les valeurs, comme la santé, hein, à préserver. Et comme habitude, c'est faire attention à la qualité des produits et préparer soi-même ses repas. Si on va un petit peu plus loin dans notre réflexion maintenant, on va essayer de voir les rythmes des repas qui sont favorables à la santé. Donc on a des recommandations et il va falloir essayer de les justifier. Pourquoi faut-il consommer 3 repas par jour au minimum? Parce que le rythme de la journée est important et ça va éviter le grignotage et les coups de fatigue aussi hein, avant les repas. Et du coup, ça va prévenir l'obésité et le surpoids. Si je dis qu'il ne faut pas sauter de repas, parce que ça va éviter de se rattraper au repas suivant. On va avoir tendance à manger plus. Hein, et le corps, c'est ce que je vous expliquais en classe, a un mécanisme d'autodéfense. Et si on se met en situation de famine, le message que notre cerveau va envoyer, c'est de stocker les graisses. Et donc, on va grossir si on saute un repas. Donc, si on ne saute pas de repas, on va en même temps stabiliser l'indice de masse corporelle. Pourquoi c'est important de prendre un petit déjeuner complet? Ça évite la fatigue et les problèmes de concentration vers 10 heures. Ça évite de grignoter dans la matinée. Et il faut se rappeler qu'on a eu 12 heures de jeûne où on n'a pas eu d'aliments pour notre organisme. Éviter le grignotage. Pourquoi? Parce que ça va limiter la prise de produits gras et sucrés et évite de faire travailler l'estomac en permanence. Ce qui est important, c'est la régularité des horaires. Hein, laisser l'appareil digestif au repos, hein, espacer les repas, mais pas trop, parce que la digestion entre chaque repas est importante et ça va éviter les coups de fatigue par manque d'apport énergétique. Dîner tôt. Pourquoi c'est important d'attendre 1h30 après le repas avant de se coucher? Parce que quand on va digérer, notre corps est actif et la température du corps va augmenter et puis on ne va pas être au repos, ça va perturber le sommeil. Voilà, bon, j'espère que ça vous a apporté un petit peu plus de précision sur ces recommandations pour les repas au jour le jour. On avait ensuite un petit document qui était une enquête Ipsos auprès des jeunes sur leurs habitudes alimentaires. Et il fallait calculer une proportion de ceux qui ne mangent pas à heure fixe et au moins un repas sur 2. Donc c'est 54%, plus de la moitié. Comment j'ai eu ça? J'ai additionné le 9%, du 22%, du 23%. Voilà. Ceux qui sautent un repas régulièrement, elle est de 26%. Donc j'ai eu un 3%, plus un 9%, plus un 14%, ce qui me donne 26%. En fait, on ne tient pas compte de ce qui est en bleu. On nous demandait de repérer en soulignant aussi les mauvaises habitudes qui concernent les rythmes des repas. J'espère que vous avez trouvé. Ne pas manger à heure fixe, ne pas prendre de petit-déj le matin, manger ou grignoter toute la journée ou sauter un repas. Je sens qu'il y en a qui vont se reconnaître parmi ces mauvaises habitudes. L'origine de grignoter tout au long de la journée, souvent c'est on grignote parce qu'on a un mauvais moral, du stress, ou qu'on saute des repas, ou qu'on grignote devant la télévision.
On va maintenant essayer d'énoncer les principes de base d'une alimentation équilibrée et de les appliquer. Le document 7 est un document assez important qu'on appelle les repères nutritionnels du Plan national nutrition santé. On a eu ces documents dans les mains dans notre petit travail de recherche. Quel est le repère qui est important mais qui ne concerne pas directement l'alimentation? C'est l'exercice à faire au moins 30 minutes par jour. Pourquoi y a-t-il un lien avec ce repère et l'équilibre alimentaire? Parce que les apports alimentaires doivent être adaptés aux dépenses énergétiques qui sont liées à l'activité physique. Si je suis sportif de haut niveau, je vais devoir manger mieux et peut-être plus que quelqu'un qui ne fait pas de sport et qui est accro aux jeux vidéo dans son canapé. Ensuite, on nous demandait de faire un petit travail par rapport à l'origine des aliments, des nutriments, glucides, lipides, protides, sels minéraux. Et on demandait un petit peu de les classer. Par exemple, le yaourt, qui faisait partie du groupe lait et produits laitiers, on en a besoin 3 fois par jour. Le poulet qui se retrouve dans le groupe viande, poisson, œufs, c'est 1 à 2 fois par jour. Le sucre et les produits sucrés, c'est vraiment à limiter. Les fruits et les légumes crus ou cuits, on nous demande au moins 5 par jour. Les corps gras, à limiter. Et les boissons. Donc l'eau, c'est en fonction des besoins à volonté, alors que les sodas avec la limonade, c'est à limiter. Pourquoi? Parce que ça contient beaucoup de sucre. C'est un produit sucré. Les boissons gazeuses sont des produits sucrés. Alors, il y en a qui aiment bien manger du sel. Est-ce que c'est indispensable sur la table? J'espère que vous pensez comme moi que c'est non. Il vaut mieux limiter la consommation de sel, car cette consommation de sel est responsable d'hypertension artérielle. En même temps, ça fait de la rétention d'eau et ça fait qu'on est gonflé. Si on veut avoir un ventre plat, on ne mange pas salé. La structure recommandée des menus, on va essayer de construire un repas équilibré. On nous donne un petit déj et on nous demandait de construire le déjeuner et le dîner. Donc voilà une proposition. Au déjeuner, on va mettre des légumes crus, viande, poisson, ou des œufs, et des légumes cuits, des féculents, produits laitiers, fruits et eau. Et pour le dîner, qui doit être plus léger que le déjeuner, des légumes cuits, ça peut être une soupe, un potage, des féculents, des légumes crus, laitage ou eau. Voilà. Ça, on s'est bien entraîné à le faire. On va maintenant essayer de proposer des solutions pour Léa et Dounia. Donc, dans la famille de Léa, on disait qu'il y avait pas mal de frites et de surgelés. Donc, on va lui conseiller de diversifier l'alimentation, qui vont respecter les repères nutritionnels qu'on a vus précédemment. Et surtout, dans ce cas-là, limiter la consommation de corps gras et penser à consommer 5 fruits et légumes par jour. C'est vraiment les habitudes que la plupart d'entre nous avons, qu'il faut essayer d'améliorer. Manger moins gras et manger plus de fruits et légumes. Léa aussi, on remarquait qu'elle mangeait devant la télé rapidement avec un plateau télé. Donc, pour favoriser les échanges entre les membres de la famille, prendre le temps de manger autour d'une table et on éteint. Pas d'écran, pas de télévision, pas d'ordinateur, pas de tablette, pas de téléphone. On va profiter de ce moment pour se raconter sa journée et on prend le temps de manger. Au moins 20 minutes pour bien mâcher, parce que quand on mâche bien, après on a moins faim. Dans la famille de Dounia, eux ils mangent à table, mais le repas est trop copieux. Donc on va lui conseiller de modifier
la composition du repas, remplacer la pâtisserie par un fruit et ne mettre pas de sucre ou alors moins dans le thé. Et ce repas-là, en fait, avec le couscous, les pâtisseries et le thé, conviendrait mieux à un déjeuner. Pourquoi? Parce que comme ça, on a le temps de bouger et de brûler les calories. Le petit déjeuner, Dunia n'en prend pas, et ça c'est l'erreur à ne pas faire. Pourquoi? Parce que c'est toujours le même problème. Qu'est-ce qu'il va dire notre cerveau? Il va dire attention, famine, famine, famine. Donc dès qu'on va remanger quelque chose, ça va être stocké. Et du coup, on va stocker des graisses alors qu'on ne veut pas en avoir. Et le deuxième problème, c'est qu'elle va avoir le besoin de grignoter. Donc l'important, c'est de mieux répartir son alimentation. Ces 3 repas, petit-déj, déjeuner, dîner, sont essentiels. J'espère que le message est passé. Et maintenant, on va récapituler ce qui est important de retenir. Je vous encourage à essayer de faire une carte mentale, comme je vous ai appris. Les habitudes alimentaires varient à travers le monde. On avait dit que c'était la répartition, le déroulement des repas ainsi que leur composition, d'un point de vue qualitatif, avec le choix des aliments, et quantitatif, la nourriture va être plus ou moins abondante. Ce sont les différences qu'on a notées. Ces habitudes sont liées à la culture, pays d'appartenance ou d'origine, choix religieux, ou au contexte économique et géographique. Dans un même pays, les habitudes alimentaires évoluent selon les caractéristiques individuelles, l'âge, le goût, les revenus, la priorité faite à l'alimentation. Mais également selon le contexte, la tradition régionale et familiale, l'activité professionnelle, les horaires de travail et la distance travail-domicile. On avait dit aussi l'appartenance à un groupe, des amis, de la famille. Le respect des principes d'équilibre alimentaire a des effets positifs sur la santé, notamment en limitant la prise de poids. Ces recommandations concernent les rythmes des repas et la diversité des aliments. Au niveau du rythme des repas, il est conseillé de répartir la prise alimentaire sur 3 ou 4 repas par jour en veillant à ne pas sauter de repas, surtout le petit déjeuner, et à éviter le grignotage. Les repères nutritionnels qui sont inscrits dans le PNNS, Plan national de nutrition santé, nous indiquent comment diversifier l'alimentation. Consommer un féculent à chaque repas, consommer chaque jour au moins 5 fruits et légumes et 3 produits laitiers, consommer à 1 ou 2 repas de la viande, du poisson ou un œuf, limiter la consommation de produits sucrés, salés et gras et boire de l'eau à volonté. Je vous recommande, pour aller plus loin, les brochures de la province Nord qui sont vraiment très bien faites. Très bien faites. J'essaie de vous mettre le lien dans les commentaires. Et par rapport à la quantité des repas, je trouvais que c'était vraiment bien expliqué. Par rapport à la main et au poing. Donc, vous avez également disponible sur vos sessions la petite brochure du PNNS, justement, de fourchette et basket qu'on a utilisé. J'aime manger, j'aime bouger, hein, qui est un peu épaisse, mais qui est intéressante à lire pour en apprendre plus. Et sur ce, je vous dis bon appétit et à bientôt.